Donc, bienvenue à cette conférence Qu'est-ce que le transport adapté? Moi, je m'appelle Laurence, donc je suis agente de formation et communication au RUTA Montréal. Et le RUTA Montréal, c'est le regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal. Et je vous présente Serge Poulain, qui est directeur général du RUTA Montréal. Donc, je pense que je vais en lui... Voilà. Donc, l'objectif de la présentation de ce soir, c'est de vous parler du fonctionnement des services de transport adapté au Québec. Alors, sans plus tarder, voici le plan de notre présentation. Donc, au premier point, qu'est-ce que le RUTA Montréal? On va vous parler un peu du travail qu'on fait. Au point 2, définition du transport adapté, on va vous expliquer comment sont organisés les services de transport adapté au Québec. Au point 3, faire une demande d'admission. On va vous présenter les critères d'admission au transport adapté, puis on va vous expliquer la procédure pour faire une demande d'admission. Au point 4, utiliser le transport adapté. On va vous parler de quelques règlements puis conditions d'utilisation des services. Puis en dernier, au point 5, s'informer et défendre ses droits. On va vous parler des regroupements d'usagers comme le RUTA Montréal. Donc, sur la prochaine diapo, on a 2 photos du RUTA en action. Donc, on a une photo de notre équipe pendant une manifestation pour l'action communautaire. Puis, on a une photo aussi d'un café-rencontre avec nos membres. Donc, au RUTA Montréal, on est un organisme communautaire. Puis, notre mission, c'est la défense des droits des personnes qui ont des limitations fonctionnelles et qui utilisent les transports collectifs. Donc, une première partie de notre travail, c'est auprès de nos membres. Donc, on tient nos membres informés des actualités qui touchent au transport adapté et à l'accessibilité des transports collectifs réguliers. On organise aussi des rencontres puis des comités pour permettre à nos membres d'échanger sur leur vécu dans les transports collectifs puis pouvoir mettre en commun leurs revendications. Puis, on offre aussi un service de plainte. Donc, les usagers peuvent nous appeler, puis on va les accompagner dans le dépôt d'une plainte. Donc, si jamais ils ont vécu des situations problématiques dans les transports collectifs, que ce soit le transport adapté ou le transport régulier, puis on s'assure qu'il y a un suivi de la plainte qui est fait. La deuxième partie de notre travail, c'est plus la représentation politique. Donc, on coordonne la table de concertation sur l'accessibilité universelle des transports de l'île de Montréal. Serge, tu me diras si je me suis trompée J'ai juste sur oublié ce collectif, nom-là. mais ça va. Voilà, j'étais pas trop loin. Et donc, ça, c'est une table de concertation qui regroupe des représentants de différents organismes donc du milieu associatif dans le domaine du handicap dans la région de Montréal. Et on siège aussi sur différents comités de concertation avec la STM, donc la Société des transports de Montréal, et entre autres la Ville de Montréal. Donc, comme vous l'avez remarqué, le cœur de notre mission se tourne vraiment autour des transports collectifs à Montréal, mais ce soir, on va prendre une perspective un peu plus large, puis on va vous parler du transport adapté en général au Québec. Peut-être juste dire aussi, Laurence, qu'on siège aussi chez EXO, on siège au REM et à l'Autorité régionale des transports, donc ARTM. Oui, effectivement, notre mission touche vraiment l'accessibilité universelle des transports collectifs en général pour la grande région de Montréal. Donc, on est sur des instances de consultation avec différents transporteurs que Serge a nommés. Donc, sur la prochaine diapo, on voit un schéma juste pour vous expliquer que le transport adapté, c'est un transport collectif au même titre que le transport régulier. Donc, quand on parle de transport régulier, ce qu'on veut dire, c'est par exemple les autobus de la ville ou à Montréal, le métro. Donc, c'est des moyens de transport où on est avec d'autres personnes. Puis, le transport adapté, c'est la même chose. Au transport adapté, on est jumelé à d'autres passagers dans un véhicule. Sur la prochaine diapo, on voit donc une photo d'une personne en fauteuil roulant motorisé qui descend d'un minibus transport adapté. Donc, les services de transport adapté, leur raison d'être, c'est de pallier le manque d'accessibilité des transports collectifs réguliers.
Donc, dans les années 70 au Québec, il y a des services de transport adapté qui ont été créés de manière un peu indépendante par des entreprises ou par des organismes. Puis, dans les années 80, en 1980 précisément, le gouvernement du Québec a donné la responsabilité aux sociétés de transport de gérer les services de transport adaptés. Donc, à Montréal, c'est la Société des transports de Montréal qui offre un service de transport adapté. À Québec, c'est le ARTC, donc le Réseau des transports de la capitale. Et si vous habitez dans une plus petite municipalité, bien à ce moment-là, c'est les MRC qui gèrent les services de transport adaptés. Donc, sur la prochaine diapo, on a 4 principales caractéristiques qui vont caractéristiques du transport adapté. Donc, première caractéristique, c'est que ce n'est pas les personnes qui ont des limitations fonctionnelles. Donc, il faut faire une demande pour être admis au transport adapté, puis il y a des critères. Deuxième caractéristique, c'est que c'est un service de transport de porte à porte. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'au transport adapté, le chauffeur il a la responsabilité d'accompagner les usagers de la porte de leur domicile jusqu'au véhicule, puis à l'arrivée du véhicule jusqu'à la porte de l'adresse d'arrivée. Ensuite, donc, le troisième point, c'est que c'est un service qui est sur réservation seulement. Donc, il faut planifier un peu en avance là, quand on veut se déplacer. On ne peut pas juste appeler comme avec un taxi puis avoir un déplacement dans les prochaines minutes. C'est un service où il faut réserver en avance. Et le dernier point, c'est juste concernant les véhicules utilisés. Donc, il y a 3 types de véhicules principaux qui sont utilisés au transport adapté. C'est les minibus, les taxis accessibles et les taxis réguliers. Et donc, sur la prochaine diapo, là, on voit des photos de ces 3 types de véhicules-là. Donc, en haut à gauche, on a un taxi accessible. Juste en haut à droite, un taxi régulier. Puis en bas, on a une photo d'un minibus de la STM à Montréal. Donc, quand on entend parler du transport adapté, en général, on va penser tout de suite plus au minibus comme celui qu'on voit dans la photo. Donc, toutes les sociétés de transport au Québec ont des minibus vont utiliser pour une partie des déplacements, mais la majorité des déplacements au transport adapté vont être faits par l'industrie du taxi, qui agit comme sous-traitant pour les services de transport adapté. Donc, les déplacements qui vont être faits par l'industrie du taxi, ça va être soit en taxi régulier ou en taxi accessible. Puis, les taxis accessibles, c'est des minivans qui ont un plancher bas, puis qui ont une rampe d'embarquement rétractable. Puis à l'intérieur, il y a des espaces pour les personnes qui se déplacent, par exemple, avec un fauteuil motorisé ou un quadriporteur. Puis il y a des ancrages au sol pour pouvoir fixer les appareils à mobilité. À titre d'information, Laurence, tu as de plus en plus de municipalités de MRC, comme tu appelles. Il y en a de plus en plus qui n'ont plus de minibus, même que ça s'en vient de très rare, sauf les grandes villes, Québec, Sherbrooke, Laval, Longueuil, Montréal. Mais dans beaucoup de petites municipalités, il n'y a plus de minibus. Ça fait un certain temps. OK, bien merci. Oui, puis effectivement, même dans les grandes villes, la majorité des déplacements sont faits par l'industrie du taxi. Peut-être juste un point à mentionner. Par contre, quand on se déplace en taxi au transport adapté, c'est vraiment un fonctionnement de transport collectif quand même. Donc, vous n'avez pas à donner de pourboire pour votre déplacement. C'est vraiment un tarif fixe que vous allez payer à l'embarquement. Puis, le tarif, il peut varier d'un service de transport adapté à l'autre, mais en général, ça va être le même tarif qu'un déplacement en transport collectif régulier, donc en autobus ou en métro. Alors, on arrive à la prochaine section de la présentation, donc sur comment faire une demande d'admission au transport adapté. Puis donc je vais vous décrire la diapo juste avant de passer la parole à Serge. Donc, sur cette diapo-là, on a la liste des critères pour être admis au transport adapté au Québec. Donc, Serge, je te laisse la parole. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue, chers auditeurs et auditrices. C'est toujours un plaisir de faire des conférences comme ça pour aider aux gens. Comme l'a dit Laurence, notre but, c'est d'amener les personnes à défendre leurs droits. Donc, je pense que plus on les informe, mieux elles sont en mesure de défendre leurs droits. Peut-être juste avant d'embarquer dans ta diapositive, Laurence,
peut-être juste préciser que moi, je fais du comité d'admission à Montréal depuis plus d'une vingtaine d'années, donc je pourrais parler avec vous de différents cas de figure. On va essayer de ne pas rentrer dans des cas individuels, mais il faudrait toujours communiquer avec nous parce qu'on est en mesure de vous aider des fois. Peut-être juste vous dire aussi que le comité d'admission, c'est toujours composé d'un représentant des personnes handicapées, un représentant de la santé et des services sociaux, puis un représentant du transporteur. Et pour que votre demande soit refusée et ou acceptée, indépendamment, les 3 personnes doivent signer la formule. Si on ne s'entend pas, il y a d'autres personnes qui doivent intervenir, il y a des mécanismes pour ça. Et ça, c'est un mécanisme du ministère des Transports du Québec. Parlant du ministère, on rentre dans les critères d'admissibilité et encore là, on les tire de la politique d'admissibilité au transport adapté. Alors, moi, quand je siège à ce comité-là, je me dois de respecter tout ce qu'on va vous dire après. C'est la politique du ministère des Transports. Donc, évidemment, le premier critère, je pense, c'est d'être une personne handicapée. Ce qu'on veut dire par là, je pense que vous le savez toutes et tous, que être handicapé, il faut avoir une limitation significative et persistante. L'exemple que je donne tout le temps, c'est une personne qui va faire un accident X. Elle va tomber en bas de l'escalier chez elle. Elle va avoir une limitation significative, mais pas persistante, parce qu'on parle d'une durée d'1 an pour une limitation persistante. Donc, ça, c'est le premier critère à respecter. J'ai des gens qui me disent « Ouais, mais je me suis cassé une jambe, comment je fais pour aller en réadaptation? » Bien, désolé, mais tu ne pourras pas avoir le transport adapté. Avoir des limitations sur le plan de la mobilité. Bon, ça, il y a plusieurs aspects à considérer. On parle de l'incapacité de marcher 400 mètres au maximum, et ça, souvent, on parle de 10 minutes, mais il faut que tu sois capable de marcher en bas de ça. Bien, il faut que tu marches en bas de ça. Il faut la monter ou descendre une marche de 35 cm. Ça fait partie de ça. Incapacité de se déplacer uniquement en transport régulier, mais ça, j'avoue que ça ne veut pas dire grand-chose, dans le sens que c'est tout évalué par les autres critères. Parce qu'il faut que tu expliques le pourquoi tu n'es pas capable de circuler uniquement en transport adapté. On a même des gens qui font les deux, parce qu'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas parce que vous êtes admis au transport adapté que vous n'avez pas le droit d'utiliser le réseau régulier. Il n'y a rien qui vous en empêche. On est dans un pays libre, en tout cas, du moins ce que j'en sache. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un qu'on ne peut pas utiliser l'autre. S'orienter dans le temps et l'espace, bien là, on parle de différentes limitations. Je parle beaucoup des cas de figure, les cas de démence, les cas de déficience sexuelle, les cas de TSA, puis il y a différentes formes de psychisme, comme je le disais, là, liées à ça. Aussi assurer dans l'espace, bien là, ça peut être de la déficience visuelle aussi, là, être capable de s'orienter dans l'espace. Incapable d'assurer sa propre sécurité. C'est un critère qui est là, j'avoue qu'on va le considérer évidemment dans l'ensemble d'une demande, mais ce ne sera pas le premier critère qu'on va prioriser. Mais évidemment, si vous arrivez, si les spécialistes vous demandent que vous devez, il y a un danger face à la sécurité de quelqu'un dont vous êtes responsable ou quelque chose comme ça, évidemment, si c'est démontré, bien là, on va l'accepter, évidemment. Donc, communiquer à l'oral ou par des gestes. Ça, c'est plus embêtant parce que ça doit être jumelé avec, si on a, par exemple, une personne qui a une limitation auditive uniquement, ne pourra pas être acceptée admise au transport adapté. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de limitation sur le plan de la mobilité. Si elle a une déficience auditive jumelée à autre chose, là, elle pourrait devenir admissible. Alors, quand on parle de communiquer par langue et gestes, c'est sûr que quand on fait le formulaire, si vous parlez d'une personne, par exemple, qui aurait des problèmes langagiers, bien, on va le préciser, mais on ne peut pas avoir uniquement le transport adapté comme ça. Je connais une personne, moi, qui est aphasique, puis malheureusement, elle ne peut pas l'avoir. Mais comme elle pourrait l'avoir si elle avait d'autres limitations liées à ça. Donc, après ça, on s'en va, on est-tu dans la même diapositive ou… Oui, la prochaine diapo, Serge, c'est juste une image, une copie d'écran du formulaire, justement, de demande d'admission. Fait qu'on voit la première page du formulaire. On a à nouveau les 2 critères principaux d'admission, soit être une personne handicapée puis avoir sur le plan de la mobilité des limitations. Ensuite, on voit qu'il y a 2 parties principales au formulaire.
Donc, une première partie qui est à remplir par vous pour votre enfant ou par vous-même si c'est vous qui voulez prendre le transport adapté. Et la deuxième partie qui est à remplir par un professionnel, soit du réseau de la santé ou du réseau scolaire. Puis, Serge, je te redonnerai la parole, mais en dessous, on a un encadré dans lequel il y a des détails sur, selon le diagnostic donc, de votre enfant, quel serait le spécialiste le mieux placé pour répondre cette deuxième partie, pour remplir, pardon, cette deuxième partie-là du formulaire. C'est sûr que l'ensemble des professionnels, pour beaucoup d'entre eux et elles, ils ont le droit de le faire. Pourquoi on insiste là-dessus? C'est que souvent, là, je vais vous donner un exemple bien concret. Les gens font remplir ça par un médecin. Le médecin, il n'a pas accès soit à ton test d'équilibre, à moins qu'il y ait accès. Mais s'il n'a pas accès à ton test d'équilibre, ta vitesse de marche, tes problèmes d'orientation, c'est pour ça qu'on demande d'aller le plus possible vers le professionnel qui travaille avec le titulaire. C'est-à-dire, là, j'en donne des exemples. Dans le cas d'une déficience intellectuelle ou dans le cas d'une déficience TSA, on va demander à ce que ce soit un éducateur spécialisé. Pourquoi? Parce que lui ou elle est en mesure de donner plus de détails. Une personne qui a une déficience visuelle, on ne lui demandera pas d'aller voir un ergo. Ça ne lui donne rien. Lui, ce que ça lui prend, c'est une personne qui peut attester de chez champs et l'acuité visuelle. Une personne qui a des problèmes d'équilibre, de vitesse de marche, tout ça, là, on va demander un ergo. Je vous dis ça parce que, et je vous le dis très humblement, et je fais des collègues à toutes les semaines, je vais vous donner un cas de figure. On a eu un cas dernièrement, évidemment, je ne donnerai pas de nom. La madame a 89 ans, son médecin il a marqué âge avancé. Ce n'est pas un diagnostic, l'âge avancé. C'est un état aggravant, l'âge. On le considère, mais tu ne peux pas être admis juste sur l'âge. Alors, on est obligé de renvoyer le dossier à la pauvre dame et dire votre dossier est incomplet. Veuillez faire compléter par un ergo physio. Moi, je peux vous dire, quand je vois ça, j'ai le goût de pleurer à chaque fois, mais on n'a pas le choix, je vous l'ai dit tantôt. Je suis tributaire de la politique existante. Donc, si on me prenait à falsifier les choses ou à interpréter les choses, je pourrais être poursuivi. Alors, c'est pour ça que je dis, je le sais, là, vous allez me le dire, puis je vous donne toute raison. Oui, mais les listes d'attente sont interminables, ça, je le sais. Mais vous pouvez prendre une chance de le faire comme par votre médecin, mais ça sera plate que vous ayez un formulaire mal complété. Peut-être juste, Serge, ça, tu l'as mentionné rapidement, mais je voulais juste le rappeler pour être sûr que ce soit clair, parce que là, sur le formulaire qu'on voit sur la diapo, il y a le logo de la SPM, mais en soi, c'est le même formulaire pour tout le Québec. Donc, le formulaire, vous pouvez l'obtenir auprès du transporteur dans votre municipalité, mais ça va être le même formulaire, là, peu importe Des fois, ils ont des petites variantes qui se font entre eux, là. Mais des fois, il y a des petites variantes que chaque municipalité l'adopte un peu à sa sauce, mais les critères dont je viens de parler demeurent les mêmes en termes d'application pour l'ensemble de l'appliquer. Donc, ça, je vais passer à la prochaine diapo, qui est donc sur les différents types d'accompagnateurs. Donc, je vais juste lister les types d'accompagnateurs qu'il y a. Accompagnateur obligatoire, accompagnateur facultatif, accompagnateur pour responsabilité parentale, accompagnateur pour des fins de familiarisation. Puis, on mentionne, même si c'est un peu différent, l'accompagnateur dans le réseau régulier. Donc, Serge, je te redonne la parole. Donc, tu veux que je parle, parce que j'essayais de trouver ta place, je ne t'entendais pas, vrai dire. Donc, tu veux que je parle des types d'accompagnement. D'ailleurs, voilà. Je pense que vous avez une question justement sur qui peut embarquer à bord avec un enfant. Ça va préciser les choses. Donc, si on parle d'un accompagnement non autorisé, l'accompagnement ici ne veut pas dire, là, vous allez me trouver drôle, là, mais accompagner quelqu'un, c'est vraiment, il faut que la personne qui est la titulaire de la demande soit incapable d'utiliser le transport régulier. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pas je veux l'accompagner pour être avec elle. C'est pas ça. C'est si la personne est capable d'utiliser le réseau régulier, et là, on pourra faire une discussion de 2-3 heures, puis je serai d'accord avec la plupart des points que vous m'amèneriez. Et je vais vous donner des exemples. Une personne qui a une limitation intellectuelle, par exemple. Une personne qui a une limitation intellectuelle, elle marche, elle n'a pas de limitation au niveau de la mobilité. En tout cas, à moins que ce soit pas un cas particulier, mais autrement, elle est capable, si elle est avec quelqu'un, d'utiliser le réseau régulier. Donc,
cette personne-là n'aura pas droit à l'accompagnement. Même chose pour les personnes qui sont en démence. C'est le même principe. Comme je vous dis, on pourra avoir la discussion, puis je suis sûr qu'on serait d'accord sur les points. Moi, je ne comprends pas cette norme-là, mais c'est le ministère. Donc, votre mère, votre père, votre grand-mère est Alzheimer. Mais théoriquement, elle marche, à moins qu'on arrive à démontrer clairement, et c'est ce que je vais arriver après quand je vais avoir fini de détailler ça. Donc, l'accompagnement non autorisé. Personne n'a une déficience visuelle, comme moi, par exemple, je n'ai pas le droit d'amener un accompagnateur, une accompagnatrice. Je ne peux pas emmener ni Laurence, ni personne d'entre vous avec moi parce que si je suis avec une ou un de vous autres, je suis capable de prendre le réseau régulier. Donc, c'est ça que ça veut dire, accompagnement au sens de la loi pour le ministère des Transports du Québec. L'accompagnement facultatif, ça, c'est ce qu'on voit beaucoup pour des personnes justement qui ne sont pas capables d'utiliser le réseau régulier, notamment des déficiences physiques, motrices, aussi des déficiences organiques. Elles ne sont pas en mesure de prendre le transport régulier. On s'en vient avec l'accessibilité à Montréal, mais on est loin du but. Donc, ça se discutera peut-être en 2038 lorsque supposément le métro sera accessible, ça sera à voir. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que la personne peut ou non amener quelqu'un avec elle. Et il y a le troisième type qu'on appelle l'accompagnement obligatoire. Ça, on va surtout donner ça à des gens qui ont des problèmes de repositionnement. Une personne qui serait, par exemple, on cherche le mot hypotonique. Donc, elle pourrait tomber comme ça, mais le chauffeur, lui, il ne regarde pas toujours en arrière. Fait que ça serait dangereux pour sa sécurité. Bien évidemment, on va lui donner un accompagnement obligatoire. Il y a beaucoup de parents d'enfants qui aimeraient avoir des accompagnements obligatoires, mais moi, je vous dis que ce n'est pas une bonne idée pour la simple et bonne raison que la personne ne peut pas circuler elle-même. Si j'ai un accompagnement obligatoire, mettons, moi, j'en aurais un, par exemple, ça veut dire que si personne d'entre vous fait une demande pour moi, je ne pourrais jamais utiliser le transport. Mais ça, c'est vraiment des cas extrêmes. C'est des troubles de comportement extrêmement graves ou, comme je dis, des cas de repositionnement, d'hypotonie, des choses comme ça. Mais habituellement, c'est très, très, très rare qu'on va donner l'accompagnement. On avait une question tantôt qui parlait de l'accompagnement des enfants. Les enfants qui ont droit à l'accompagnateur facultatif. Les parents ont droit à l'accompagnateur jusqu'à 14 ans. Ils ont le droit d'accompagner les enfants jusqu'à ce qu'ils aient 14 ans, à raison de 1, évidemment. Puis les enfants, bien évidemment, comme je l'ai dit tantôt, qui sont capables de circuler dans le réseau régulier, s'ils sont avec les parents, là, à ce moment-là, ils sont capables d'aller dans le réseau régulier. Évidemment, si la personne, je donnais des exemples. C'est pour ça que je vous dis, c'est très délicat de vous expliquer ça. On essaie de le résumer, mais des fois, c'est dans le particulier. Un enfant, par exemple, qui serait autiste, mais qu'on a démontré qu'il était incapable d'utiliser le réseau régulier. Genre, il frappe tout le monde dans le métro, il est incapable. À ce moment-là, on va lui donner un droit d'accompagnement facultatif. Alors ça se justifie. Est-ce que la personne... C'est pour ça que je vous dis, plus vous en mettez dans le formulaire, évidemment, en tenant compte de la réalité, là, je ne parle pas de falsifier quoi que ce soit, là, mais plus vous donnez de renseignements sur l'état de la requérante, bien mieux c'est. Alors, à ce moment-là, ça permet au comité de répondre davantage aux besoins de la personne. Juste pour préciser, Serge, au début, il a mentionné l'accompagnateur non autorisé. Donc, ça, c'est une décision possible qui peut être prise par le comité d'admission. Donc, c'est ça. C'était juste pour préciser que ça, c'est vraiment par rapport aux accompagnateurs, c'est une décision qui va être prise par le comité d'admission selon votre dossier. Et donc, ça se peut qu'il vous accorde le droit à un accompagnateur ou pas. Et si vous avez le droit à un accompagnateur, à ce moment-là, ça va être une des catégories, une des 3 catégories, donc soit accompagnateur obligatoire. Donc, comme Serge l'a mentionné, ça veut dire que vous devez tout le temps avoir quelqu'un avec vous à bord du véhicule. Et à ce moment-là, cet accompagnateur-là va voyager gratuitement. Sinon, ça peut être un accompagnateur facultatif. Donc, vous avez le choix d'avoir ou non un accompagnateur avec vous pendant vos déplacements. Et un troisième type d'accompagnement qui peut être accordé, c'est accompagnateur pour des fins de familiarisation. Donc, ça peut être juste si, par exemple, votre enfant a besoin d'être accompagné pendant une période de quelques mois juste pour se familiariser avec le transport adapté,
ça peut être on peut vous accorder ce droit-là juste temporairement. Et donc, Serge a parlé aussi voilà, de l'accompagnement pour responsabilité parentale. Donc, Serge, tu me corrigeras si je me trompe, mais donc, si vous, en tant que parent, vous êtes admis au transport adapté parce que vous avez une limitation fonctionnelle, vous avez le droit d'amener votre enfant de moins de 14 ans avec vous dans vos déplacements. Et à l'inverse, si c'est votre enfant qui est admis au transport adapté et que votre enfant a moins de 14 ans, mais vous avez le droit de voyager avec votre enfant en tant qu'accompagnateur dans le véhicule. Donc, dépendamment de son statut, là, fais attention, c'est là le danger. S'il est non autorisé, tu n'auras pas le droit. Voilà, ça, donc c'est ce que Serge a précisé au début, à savoir, donc, donc Serge, tu me corrigeras, mais si je suis un parent qui est admis au transport adapté et que quand je suis accompagnée de mon enfant, j'ai la possibilité de me déplacer dans le réseau régulier, à ce moment-là, je n'aurai pas le droit d'avoir un accompagnateur pour responsabilité parentale. Bien, en théorie, mais ça se défend parce que, tu sais, par exemple, une personne qui a une déficience visuelle, bien, si elle a un enfant de 4 ans, son enfant ne peut pas guider dans le métro. Fait que des fois, on va donner des accompagnements pareils. Mais selon la politique, ce n'est pas prévu comme ça, mais ça pourrait se faire. Puis ça se fait assez régulièrement aussi. Donc. Mais ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que tu as un enfant qui est TSA que tu vas embarquer avec, à moins que ça soit démontré qu'il a le droit. Mais ça ne va pas de soi. C'est ça que j'essaie de dire. OK. C'est toujours lié au statut de l'accompagnement. Parfait. Puis si je peux juste me permettre, en fait, pour répondre aussi un peu à la question qui est dans le chat, est-ce que je comprends que c'est uniquement le parent qui, si c'est accompagnateur autorisé, c'est uniquement le parent qui peut accompagner ou est-ce que ça peut être, par exemple, le cousin? Non, ça peut être la sœur, mais ça peut être la voisine, ça peut être la grand-mère, ça peut être... Non. Accompagnateur n'est jamais précisé. D'ailleurs, quand tu fais ta demande de réservation, puis tu dis « je vais être avec un accompagnateur », tu ne donnes même pas son nom. Fait que, je pourrais très bien dire « OK, j'y vais avec Justine, puis whoop, demain c'est Laurence parce que Justine ne peut pas. » Mais ça, le Théo n'en sait rien. Il sait juste que moi, j'ai réservé une place pour l'accompagnateur. Une chose que Laurence n'a pas dite, puis que je viens d'avoir un flash, dans beaucoup de municipalités, l'accompagnement pourrait être refusé s'il n'y a pas de place à bord d'un véhicule. C'est très rare que ça se fait, mais on a déjà vu ça. Donc, si je n'ai pas de place, je vais emmener la personne, mais pas d'accompagnement. Mais c'est très rare. En tout cas, je parle pour Montréal, Laval, Québec, Rive-Sud, je n'ai jamais vu ça. Peut-être que dans de plus petites municipalités, j'en sais trop rien, mais ça pourrait. Ça le dit d'ailleurs, quand vous allez dans le guide de l'usager, ça le dit, sous réserve d'acceptation du transporteur. Excellent, merci beaucoup. Donc, sur la prochaine diapo, on résume juste les 3 étapes pour faire une demande d'admission. Donc, la première étape, c'est bien sûr de remplir le formulaire d'admission. Ensuite, vous joignez une photo et une preuve d'âge. Donc, la preuve d'âge, ça peut être un certificat de naissance ou une carte d'assurance maladie. Et vous envoyez votre demande donc, à votre société de transport dans votre municipalité. Donc, dépendant de la société de transport, on va vous demander d'envoyer votre demande soit par la poste ou dans certaines municipalités, ça peut être envoyé par courriel ou par fax. Et une fois donc vous êtes admis, vous allez recevoir donc une lettre pour attester que vous êtes admis au transport adapté. Vous allez recevoir une carte du transport adapté qui va être bien différente d'un transporteur à l'autre. Puis, on vous communiquera aussi les conditions et les règlements d'utilisation du service. Donc, sur cette diapo-là, on voit une photo d'une carte opus pour le transport adapté à Longueuil. Donc, sachez juste que si vous habitez dans la grande région de Montréal où c'est les cartes opus qui sont utilisées, il y a la possibilité au transport adapté d'avoir une carte tarif réduit si, par exemple, votre enfant a moins de 17 ans ou si votre enfant est aux études. Peut-être juste dire, Laurence, si vous êtes de Montréal, maintenant, toutes les demandes doivent être validées. Alors, comme l'a expliqué Laurence, vous allez recevoir votre lettre qui dit « Madame X, Monsieur Y, vous avez été accepté avec tel statut, mais il faut que vous appeliez de telle sorte pour valider, parce que justement, on a trouvé ça, on avait calculé ça.
il y a 25 des personnes à Montréal qui font des demandes de transport adapté qui ne l'utilisent pas. Alors, ils se trouvaient à produire des cartes des cartes pour rien. Alors, maintenant, il faut que tu valides ta demande. C'est-à-dire que c'est comme une carte de crédit. Tu appelles, tu dis oui, je m'appelle Monsieur X, je viens de recevoir ma lettre de décision. Et là, on va tout vous expliquer comment ça fait, comment vous faites pour faire réservation. Si vous avez une validation d'autonomie, par exemple, si vous êtes atteint d'une démence ou d'une déficience intellectuelle, on va dire, est-ce que la personne est autonome? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est capable d'être laissée seule? Donc, il y a ça aussi à prendre en considération, parce que tantôt, on a parlé du porte-à-porte, mais on n'a pas parlé du main à main. Donc, il s'agit d'une prise en charge. Une personne qui est main à main, c'est-à-dire que le chauffeur n'a pas le droit de la laisser seule, autant à l'embarquement qu'au débarquement. Donc là, on est passé à la section « Comment utiliser les services de transport adaptés ». Donc là, sur cette diapo-là, on a un schéma où on voit 3 facteurs importants par rapport à la réservation d'un déplacement. Donc, dépendant de votre transporteur, il va y avoir différentes façons de réserver un déplacement, donc soit par téléphone ou par Internet. À Montréal, il y a un module de réservation en ligne pour le transport adapté qui s'appelle CIRTA. Et je sais qu'à Québec et à Gatineau, si je ne me trompe pas, c'est aussi possible de réserver en ligne. Il y en a un à Longueuil, mais il ne fonctionne pas. Ah! J'allais voir hier par curiosité. Et donc, dans un des engrenages là, sur la diapo, c'est marqué délai minimal. Donc, ça, c'est important à savoir, je l'ai mentionné plus tôt, il faut réserver un déplacement en transport adapté en avance. Donc, en général, les transporteurs vont demander que les usagers réservent au moins la veille de leur déplacement. Donc, ça varie un peu à Québec. On peut réserver jusqu'à 18 heures la veille pour avoir un déplacement le lendemain. À Gatineau, c'est avant midi la veille. À Montréal, ça dépend de la façon de réserver. Donc, depuis le début de la pandémie à Montréal, le centre d'appel pour les réservations au transport adapté ferme à 17 heures. Donc, si vous voulez appeler pour réserver un déplacement pour le lendemain, il faut appeler avant 17 heures. Mais si vous réservez par Internet, là, vous avez un peu plus de flexibilité. Vous pouvez réserver jusqu'à 21 heures pour avoir un déplacement le lendemain. Sur la prochaine diapo, j'ai listé donc, toutes les informations qu'on pourrait vous demander quand vous faites une demande de déplacement. Donc, le numéro de dossier, ça, c'est un numéro qui va vous être attribué quand vous êtes admis au service de transport adapté. Ensuite, bien sûr, on va vous demander votre adresse d'origine, donc l'adresse de départ, puis l'adresse où vous voulez aller, l'heure d'arrivée souhaitée, l'heure de retour souhaitée. Au niveau des aides à la mobilité, donc, juste pour clarifier, ce qu'on veut dire, c'est fauteuil roulant manuel ou motorisé, béquille, déambulateur, quadriporteur, triporteur, ou un chien guide ou un chien d'assistance. Donc, c'est important pour le service de transport adapté de savoir quelle est votre aide à la mobilité que vous allez utiliser pour votre déplacement. Comme ça leur permet d'évaluer combien d'espace vous allez nécessiter dans le véhicule et donc de savoir avec quelles autres personnes vous pouvez être jumelés dans le véhicule. Donc, pour la même raison, comme Serge vous l'a mentionné tout à l'heure, on va vous demander si vous allez avoir un accompagnateur. Donc, si vous avez un accompagnateur qui est autorisé. Et en dernier, c'est possible qu'on vous demande le motif de votre déplacement. Donc, de manière générale, au transport adapté, vous avez le droit de vous déplacer, peu importe le motif. Donc, on demande cette information-là, les transporteurs vont demander cette information-là, en général, juste à des fins statistiques. Mais ça peut arriver des fois dans des situations exceptionnelles où le transporteur a de la difficulté à répondre à toutes les demandes, qu'il soit obligé de prioriser les déplacements selon des motifs essentiels. Donc, ça va être les motifs pour un rendez-vous médical, pour le travail ou pour les études. Donc, par exemple, en cas de grosse tempête de neige, quand les véhicules roulent beaucoup plus lentement, ça va occasionner des retards. Et pour essayer de réduire les retards, il se peut que le transporteur refuse certains déplacements pour des motifs qui sont jugés non essentiels.
Donc, ça, c'est des situations exceptionnelles, mais de manière générale, quand vous êtes admis au transport adapté, vous avez le droit de faire des déplacements pour n'importe quel motif, comme c'est le cas quand vous prenez l'autobus ou le métro. Donc, sur la prochaine diapo, j'ai listé différentes conditions des services de transport adapté. Donc, ça va varier d'un transporteur à l'autre. Donc, la première condition dont on voulait vous parler, c'est les plages horaires. Donc, quand vous faites une demande de déplacement au transport adapté, vous allez préciser soit l'heure à laquelle vous voulez partir de chez vous ou l'heure à laquelle vous voulez arriver à destination. Et donc, en fonction de ce que vous demandez, le transport adapté va vous donner une heure d'arrivée prévue du véhicule à votre adresse de départ. Mais étant donné qu'il peut y avoir des aléas sur la route, les transporteurs se donnent une marge de manœuvre pour, à l'intérieur d'une plage horaire, à l'intérieur de laquelle le véhicule ne sera pas considéré comme étant en retard, même s'il arrive après l'heure d'arrivée prévue chez vous. Donc, pour vous donner un exemple, à Montréal, la plage horaire est de 30 minutes. Donc, si votre heure d'arrivée prévue du véhicule, c'est à 11 heures, ça se peut que le véhicule arrive chez vous, en fait, en réalité, n'importe quand entre 11 heures et 11h30. Et si le véhicule arrive à 11h30 chez vous, il ne sera pas considéré comme étant en retard, même si on vous a annoncé une heure d'arrivée prévue pour 11 heures. Donc, cette plage horaire-là, ça varie d'une municipalité à l'autre. À Québec, c'est un petit peu plus court, par exemple, c'est une plage horaire de 15 minutes. Ouais, par contre, ils jouent sur tes heures à Québec. Oui, c'est une décision, c'est ça, un peu de planification là, de chaque service de transport adapté. Donc, ensuite... Essayez pas de jouer non plus à deviner. L'exemple souvent que je donne, c'est « Ah, j'ai un rendez-vous à l'hôpital, donc... » Moi, je sais qu'à partir de chez nous, aller à l'hôpital, ça prend 10 minutes. Ça fait que mon rendez-vous est à 11 heures, je vais le demander à 10h30. Essayez pas de jouer à ça parce que le transport, comme Laurence vous l'a expliqué, vous êtes jumelé à des gens. Vous êtes mieux de demander à quelle heure vous voulez être là que de demander votre heure de départ. Parce que si vous me dites, OK, je vais partir de chez nous à 11h moins 20, votre rendez-vous est à 11h, mais finalement, vous faites 1 heure dans le véhicule, bien, vous allez être en retard à votre rendez-vous, puis vous allez être fâché, puis avec raison. C'est arrivé, moi, qu'on a eu des plaintes chez nous, puis les gens me disaient, je suis tout le temps en retard, tout le temps en retard. Je dis, voyons, ça ne se peut pas. Donc, on a fait une expertise technique sur le dossier de la personne en question. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'elle pensait qu'en demandant le plus proche possible de l'heure où elle devrait être là, qu'elle ne sera pas jumelée. C'est pas comme ça que ça marche. Le système, lui, il calcule à partir de l'heure que tu demandes. Fait que quand Laurence vous parle de l'heure demandée versus l'heure à quelle heure vous devez être là, vous êtes mieux de donner l'heure où vous devez être là. Puis moi, je dis souvent aux usagers, laissez-vous un gap, là, d'une dizaine de minutes au moins d'avance, mais ça, c'est à vous d'en décider. Là, mais ça dépend comment on stresse avec la vie. Moi, je suis un gars qui veut toujours être partout une demi-heure en avant mon temps, mais on a une équipière, elle, c'est assez quand même une réunion à 8 heures, puis elle va être là à 8h moins 5, puis elle n'est pas stressée du tout. Donc, c'est ça, je vois le temps qui passe et je veux qu'on ait le temps des questions à la fin. Donc, je ne vais pas aller trop en détail sur toutes les différentes conditions, mais peut-être juste pour vous dire rapidement, le temps à destination, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il peut y avoir un temps minimal que vous devez passer à votre destination avant de reprendre votre déplacement pour revenir à la maison. Donc, à Montréal, c'est 1 heure minimum à destination. Au niveau des visiteurs, donc si vous habitez par exemple à Québec et que vous voulez aller faire un séjour à Montréal et que vous ou votre enfant aimerait utiliser le transport adapté pendant votre séjour, vous pouvez faire une demande d'admission à Montréal en tant que visiteur. Ça, pendant votre séjour, vous allez pouvoir vous déplacer en utilisant le transport adapté de Montréal. Donc, ça, c'est une démarche qu'il faut faire un peu en avance là, parce qu'il peut y avoir un délai pour que vous soyez accepté puis certaines démarches à faire. C'est 7 jours, Laurence. C'est pour toutes les... peu importe le transporteur. La plupart. Évidemment, ton conseil est le bon. Tu vous le dites 10 jours d'avance. Vous êtes mieux de le dire 10 jours d'avance qu'à être en retard pour ne pas l'avoir.
Ensuite, donc, au niveau des bagages, règle générale dans les services de transport adapté, vous ne pouvez pas amener des bagages. L'exception, c'est si vous êtes capable de les transporter sur vous ou de les fixer sur, par exemple, votre aide à la mobilité et qui ne prennent aucun espace supplémentaire. Il y a à Montréal, et je pense que c'est le cas à Québec depuis pas très longtemps, il y a certaines exceptions. Donc, si vous vous déplacez vers un aéroport ou vers une gare d'autobus ou de train, à ce moment-là, vous pouvez prendre des bagages et des destinations d'exception. Et le territoire desservi, chaque société de transport a un territoire spécifique à l'intérieur duquel il va vous offrir des déplacements. Par contre, il y a certains transporteurs qui vont vous permettre de vous déplacer dans des municipalités qui sont à proximité de leur territoire, mais en dehors. Donc, par exemple, si vous habitez à Montréal, vous pouvez vous déplacer en transport adapté à Longueuil ou à Laval. Donc, le tarif va être un peu différent, ça va être plus cher et il faut s'y prendre encore une fois un petit peu en avance pour la première fois que vous réservez un déplacement qui va s'appeler donc métropolitain. Quand on se déplace en dehors du territoire desservi, ça s'appelle un déplacement métropolitain. En fait, c'est tout le territoire qui couvre la RTM. Fait que tu pourrais partir de Montréal et aller jusqu'à Saint-Jérôme, en fait, ou de Longueuil à Saint-Jérôme. Voilà, oui, ça c'est le cas de Montréal. Oui, c'est ça. Mais à Québec, je pense que Québec-Lévis, je ne sais pas, ils vont jusqu'où. Mais ça, il faut que vous vérifiez auprès de votre regroupement régional, je dirais ça. Et donc, avant de conclure cette partie-là sur utiliser le transport adapté, on voulait juste vous glisser un mot sur la possibilité, même si vous êtes admis ou que votre enfant est admis au transport adapté, d'utiliser les transports réguliers dans la mesure où ils sont accessibles dans votre municipalité. Donc, c'est juste pour préciser que même si vous êtes admis au transport adapté, vous avez tout à fait le droit d'utiliser les transports réguliers. C'est sûr qu'à Montréal, on est assez favorisé dans ce sens-là. La majorité du réseau de bus est accessible. Au niveau des métros, c'est encore à développer. C'est encore une minorité des stations de métro qui sont accessibles, mais on a vu des progrès assez rapides au cours des dernières années. Et donc, le fait si votre enfant peut apprendre même s'il est admis au transport adapté, s'il peut apprendre à se déplacer sur certains trajets en transport régulier, ça va lui apporter une option qui va lui offrir un peu plus de flexibilité et de spontanéité et parfois qui va peut-être même être plus rapide sur certains trajets. Donc, on va passer à la dernière section qui est s'informer et défendre ses droits. Donc, on voulait juste vous parler des regroupements d'usagers comme le RUTA Montréal. Donc là, on vous en a listé quelques-uns, mais il y en a plus. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre contact avec la RUTAC, qui est l'Alliance des regroupements d'usagers du transport adapté du Québec. Donc, on vous transmettra le lien, en tout cas les coordonnées de la RUTAC suite à la présentation. Et comme Serge l'a mentionné tout à l'heure, de devenir membre d'un regroupement d'usagers, ça va vous permettre d'avoir un accès privilégié à des informations, enfin pas nécessairement privilégiées, mais d'être informé sur tout ce qui touche au transport adapté. Et c'est une façon aussi de faire défendre vos droits si jamais vous vivez des situations qui sont problématiques ou qu'il y a des coupures de services au transport adapté dans votre municipalité. Donc, et bien sûr, si vous souhaitez devenir membre du RUTA Montréal, on vous encourage tout à fait à le faire. Donc, vous pouvez aller voir notre site web qui est universellement accessible. On en est donc, c'est rutamtl.com et on va évidemment vous transmettre nos coordonnées aussi par courriel suite à la présentation. Et donc, peut-être juste, je ne sais pas si tu avais fait ta conclusion, mais je vais te laisser finir. Peut-être juste une chose ça c'est peut-être de ma faute, Laurence, je n'ai jamais dit ça, mais il faut que vous vous rappeliez que le transport adapté, c'est non immuable. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il vous a été accordé qu'il ne peut pas vous être enlevé. Évidemment, ça prend des raisons. Mais on peut très bien vous demander une réévaluation dans 1, 2, 3, parce qu'on n'a pas parlé des types de demandes tantôt. Là. Il y a des demandes partielles pour dialyse seulement. Il y a des demandes qu'on va faire pour une période d'1 an et demi pour demander à la personne. Et ça, c'est tout à fait légal. Donc, même si on vous dit que vous avez une admission générale, on pourrait revenir si on a des faits nous permettant de croire qu'il y a eu une évolution dans votre situation.
on pourrait vous demander. Donc, c'est non immuable. C'est un peu comme un permis de conduire. Et juste aussi vous préciser que ce qu'on vous a parlé là ce soir, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement la position que l'on défend. On vous a parlé des règles. Parce que je vous l'ai dit quelques fois, il y a bien des affaires, moi, puis c'est sûr que dépendamment du chapeau que je porte, il faut que je fasse attention, mais il y a des parties avec la politique que je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, le regroupement, on a eu la possibilité d'émettre nos commentaires sur une mise à jour de la politique d'admission de transport adapté. Et j'ai travaillé ça avec Valérie chez nous. Je pense que tu en as fait un bout, Laurent, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, on a quand même soumis, nous, nos recommandations sur ce qu'on voulait que soit modifié à la politique. Alors, ça ne veut pas dire que ce qu'on vous explique à soir, qu'on est d'accord avec tout. Loin de là. Effectivement, Serge, tu l'as mentionné tout à l'heure, mais tout ce qui touche à l'admission au transport adapté, on pourrait vous en parler. En tout cas, Serge pourrait vous en parler pendant très longtemps. Donc, ce qu'on a fait ce soir, c'est vraiment juste un survol des services de transport adapté en général au Québec. Mais on vous invite aussi à nous contacter si jamais vous avez des questions, puis ça nous fera plaisir de vous répondre. Et sur ce, ben, là, je vous précise juste qu'on vous enverra aussi une liste des sociétés de transport au Québec avec des liens vers leur site web. Et on serait prête à passer à des questions. Excellent. Bien, merci beaucoup.